Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos et tout, donc j'ai fait une sorte de pause dans mes activités, mais maintenant que je suis revenue, j'espère vous proposer du contenu plus souvent. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui me tient à cœur. Il s'agit de la nourriture, mais plus précisément de la nourriture africaine. J'ai eu énormément de retours inbox et même des personnes de mon entourage ont été contactées concernant le fait que je poste assez souvent de la bouffe africaine sur ma page Instagram. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques, certaines sont même allées jusqu'à dire que je ferais un régime corsé derrière et que je viendrais poster des photos pour les enfumer. Voilà. Il se trouve que non, c'est faux. Donc je consomme énormément africain et énormément de personnes ont des a priori dessus, c'est-à-dire qu'ils pensent que la cuisine africaine, la nourriture africaine est trop calorique pour pouvoir être intégrée de manière durable et efficace dans un processus de perte de poids. Plusieurs personnes trouvent aussi qu'elle est trop pauvre en nutriments pour pouvoir être intégrée dans une alimentation saine et équilibrée. Donc, le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de montrer que ces assertions sont fausses. Donc oui, on peut manger exclusivement africain et perdre du poids. Et oui, on peut manger exclusivement africain et manger équilibré et sain. Et non, je ne fais pas de régime. Je déteste les régimes. La première chose dont les gens me parlent, c'est l'huile de palme. On me dit oui, l'huile de palme est trop calorique, on en trouve partout dans les plats africains, notamment camerounais. Donc on va examiner un tout petit peu le cas de l'huile de palme et voir un peu tout ce qu'il y a autour. L'huile de palme, c'est une huile qui est obtenue à partir de la pression à chaud de fruits du palmier à huile, qui est donc à différencier de l'huile de palmiste qui, elle, est obtenue à partir du noyau de la noix de palme. Alors, la culture du palmier à huile remonte à plus de 5000 ans minimum en Afrique de l'Ouest. Même si de nos jours, elle est produite dans presque toutes les zones tropicales du monde, surtout en Asie. L'huile de palme est encore appelée huile rouge de par sa couleur qui va de l'oranger au rouge vif. L'huile de palme est classée dans la catégorie des graisses concrètes, c'est-à-dire que c'est une huile qui reste solide à température ambiante et qui ne commence à fondre qu'aux environs de 30 à 35 degrés Celsius. La plupart des personnes qui rejettent la consommation de l'huile de palme évoquent sa forte densité calorique, ce qui est une erreur. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que l'huile de palme n'est pas calorique, elle l'est, elle-même plus que la plupart des huiles végétales. Elle a 900 kcal pour 100 grammes. Pour comparaison, l'huile d'arachide a 857 kcal pour 100 grammes, l'huile d'olive a 884 kcal pour 100 grammes et l'huile de tournesol, qui est très largement utilisée en Europe, est à 870 calories par 100 grammes. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a énormément de vertus inhérentes à cette huile-là. C'est-à-dire que je dis que c'est une erreur de se baser seulement sur la densité calorique pour juger, on va dire ça comme ça, un aliment, parce que au-delà de la densité calorique, il faut tenir compte des nutriments. C'est le cas pour beaucoup d'aliments autres que l'huile de palme rouge. C'est le cas pour l'avocat, par exemple, qui est très riche en calories, pour les graines d'arachide, par exemple, qui sont très riches en calories, mais qui aussi, d'un autre côté, apportent énormément de nutriments, parfois essentiels à l'organisme. Revenir aux nutriments. L'huile de palme est donc spécifique de par sa couleur. Et cette couleur lui est attribuée parce qu'elle contient énormément de caroténoïdes. Plus précisément, le bêta-carotène, qui est aussi contenu en quantité dans les carottes. Alors, qu'est-ce que le bêta-carotène et quels sont surtout les bienfaits du bêta-carotène? Le bêta-carotène est un antioxydant très puissant pour lutter contre les radicaux libres. Pour vous expliquer un tout petit peu, l'oxydation fait partie intégrante du fonctionnement normal de l'organisme. C'est-à-dire que quand on respire de l'oxygène, on a notre cœur qui s'oxyde un peu, on a des radicaux libres qui sont produits, ce sont des réactions chimiques. Je n'étais pas très forte en chimie, hein. Je fais un truc grosso modo pour que tout le monde puisse comprendre. Les gens qui font médecine et qui s'y connaissent mieux pourront venir m'aider, soit en commentaire, soit me contacter, parce que moi ça m'intéresse énormément. Mais là je vais vous dire juste ce que j'ai pu comprendre avec des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre aussi. Donc, les radicaux libres sont produits par l'organisme de manière normale, dans le fonctionnement normal de l'organisme. Et l'organisme prévoit aussi naturellement des antioxydants
pour pouvoir lutter contre les radicaux libres qui se forment dans l'organisme de façon à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre. Le problème, c'est que énormément d'éléments extérieurs à l'organisme vont venir favoriser la multiplication ou la production plus forte de ces radicaux libres-là. On va prendre l'exemple de la pollution, du tabac ou même de certains colorants non naturels contenus dans l'alimentation en général industrielle. Donc on se retrouve en fait avec un déséquilibre dans le corps et le problème avec les radicaux libres, c'est qu'ils s'attaquent aux cellules. Ils sont capables de dégrader les parois cellulaires pouvant entraîner la mort des cellules. Ils sont également capables de dégrader les protéines ou même l'ADN contenu dans les cellules. Dans ce cas-là, les cellules vont produire des cellules anormales qui vont être à l'origine de plusieurs maladies telles que les cancers. Quand il y a ce déséquilibre-là, c'est-à-dire que la production de radicaux libres est plus importante que la production d'antioxydants, on dit que le corps subit un stress oxydant. Les manifestations de ce stress oxydant, c'est que les cellules ne fonctionnent plus normalement et les radicaux libres peuvent créer des dommages allant même jusque dans l'ADN. Et quand on a ces stress oxydants de façon répétée, ça conduit à des maladies telles que les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les cancers, et j'en passe. Le rôle des antioxydants, alors, dans ce cas-là, c'est de venir neutraliser ces radicaux libres-là, les éliminer de l'organisme. L'huile de palme est donc hyper riche en bêta-carotène, qui est un antioxydant. Et c'est l'aliment le plus riche en bêta-carotène au monde. Pour comparaison, il contient 15 fois plus de bêta-carotène que dans la carotte. C'est pourquoi aujourd'hui, on va retrouver énormément l'huile de palme rouge en Occident dans des magasins spécialisés ou des magasins bio vendus très cher parce qu'on s'est rendu compte que c'était un super aliment comme ils appellent et que ça pouvait aider à contrer le vieillissement des cellules et donc le vieillissement tout court. En plus du bêta-carotène, l'huile de palme contient également de la vitamine E qui elle aussi a une fonction d'antioxydant, donc va venir aider le bêta-carotène et donc augmenter la fonction antioxydante de l'huile de palme dans l'organisme. L'huile de palme a également une fonction immunostimulante, c'est-à-dire qu'elle contient des substances qui vont venir stimuler le système immunitaire. Le bêta-carotène a une autre fonctionnalité et pas des moindres, c'est qu'elle vient aider à la synthétisation de la vitamine A dans l'organisme. Sachant que la vitamine A est une vitamine qui a énormément de bienfaits, que ce soit pour les yeux, pour la peau. En continuant sur le plan nutritionnel, l'huile de palme est composée à 50% d'acides gras saturés, qui est le mauvais gras, on va dire. C'est une huile qui, consommée en excès, est passible de provoquer des maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Mais pour ça, il faudrait vraiment consommer ces graisses-là de manière répétitive et en grande quantité. L'huile de palme est également constituée de 40% d'acides gras monoinsaturés, qui est le bon gras. Les recherches ont prouvé que ce gras, qui est produit aussi par l'organisme, aide à lutter contre le mauvais cholestérol. Et donc, en plus de lutter contre le mauvais cholestérol, il favorise aussi la hausse du bon cholestérol. Ce qui est donc un bienfait de plus que nous apporte l'huile rouge. C'est un type d'acide gras qui va être retrouvé dans plusieurs autres aliments tels que l'avocat, les noisettes. Maintenant, je tiens à parler d'une chose qu'on entend beaucoup dans les médias ces derniers temps, à savoir les problèmes liés à l'huile de palme, les problèmes environnementaux, les problèmes concernant les maladies cardiovasculaires et le cholestérol et tout. Je vais préciser une chose, l'huile de palme dont on va parler dans les médias en général en Occident, c'est de l'huile de palme raffinée et ou hydrogénée. Il y a 3 types d'huile de palme. Il y a l'huile de palme brute, donc l'huile de palme rouge dont on vient de parler, et puis il y a l'huile de palme raffinée, et il y a encore une autre division de l'huile de palme qui est appelée l'huile de palme hydrogénée. Alors ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a produit l'huile de palme brute ou alors l'huile rouge par pression de la pulpe de la noix de palme, l'huile de palme rouge obtenue est très souvent raffinée, c'est-à-dire qu'elle est chauffée, elle est désodorisée, elle est filtrée et cette huile n'a plus rien à voir avec l'huile de palme rouge dont nous venons de parler parce que, comme la plupart des aliments, une fois qu'ils sont raffinés, c'est-à-dire qu'on élimine certains déchets, comme ils disent, il y a énormément de nutriments aussi qui partent dans ce processus. Du coup, l'huile de palme raffinée n'a plus rien à voir avec l'huile de palme dont on vient de parler et les nutriments dont on vient de parler qui sont attribués à l'huile rouge sont soit
altéré, soit complètement détruit. Cette huile-là est utilisée aussi pour la consommation. Au Cameroun, par exemple, on va retrouver de l'huile de palme raffinée très souvent. Une fois qu'elle est raffinée, l'huile de palme aussi est très souvent et dans la majorité des cas traitée. C'est-à-dire que on va diviser l'huile en oléine et en stéarine. La stéarine utilisée est très souvent hydrogénée pour qu'elle puisse avoir un aspect solide. La principale partie d'huile de palme vendue dans le monde, c'est cette stéarine hydrogénée là qui est utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour remplacer des aliments tels que le beurre ou d'autres graisses végétales ou animales qui servaient pour la confection des gâteaux ou des biscuits ou bien des plats préparés industriels quoi. Donc énormément de personnes en Asie, soit en Malaisie par exemple, ont complètement détruit des espaces énormes de forêt pour pouvoir construire des palmeraies et donc créer cette huile de palme complètement transformée et traitée là, ou alors vendre ça à tous ces industriels là qui fabriquent des gâteaux secs ou alors des plats préparés, qui utilisent ça parce que c'est une matière première beaucoup moins chère que le beurre et consorts. Aujourd'hui, on se plaint donc de cet impact sur l'environnement parce que énormément d'animaux tels que les orang-outans ont perdu leur habitat naturel à cause de cette déforestation-là. Le problème avec les médias, c'est que très peu de fois, il est précisé qu'il s'agit de l'huile de palme raffinée et l'huile de palme à mauvaise presse. Donc en gros, j'attire juste votre attention. N'écoutez pas tout ce qui est dit dans les médias à propos de l'huile de palme. Ça ne concerne pas notre huile de palme que nous connaissons, même si en général ils vont traiter ça d'huile de palme classique. Je ne sais pas pour qui c'est classique, mais l'huile de palme classique que je connais, elle est rouge et c'est l'huile de palme brute. Donc c'est vraiment important de se renseigner, de regarder un peu quand on mange, surtout quand on aime un aliment. Allez un peu sur Google, regardez, de nos jours tout le monde a Internet, regardez, oui, tel aliment, qu'est-ce qu'il a, quels sont ses bienfaits, valeurs nutritionnelles. Vous tapez, vous voyez le nombre de calories, vous voyez tout ce qu'il y a comme micronutriments, s'il y a des vitamines. Et c'est hyper important parce qu'en fait, on apprend sans même s'en rendre compte et on se crée une vraie culture alimentaire. Si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui aimeraient continuer à consommer de l'huile de palme malgré l'apport calorique élevé, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'aime le héros, j'aime le coquille, j'aime le taro, j'aime tous ces mets-là où il y a de l'huile de palme, je les aime tous. Donc, au lieu de me priver de ça, parce que je suis en train de vouloir perdre du poids, parce qu'il faut qu'on se dise bien une chose. Une fois que j'aurai atteint mon objectif de perte de poids et que j'estimerai que bon, je suis déjà bien mince comme ça, maintenant je peux recommencer à manger du coquille, je vais reprendre du poids. Maintenant, je me rends compte qu'en faisant ça, à la fin de la journée, j'ai dépassé mon besoin calorique, ce qu'on ne veut pas vu qu'on doit être en déficit calorique. Il faut que je revoie mes quantités. Ou alors, puisque c'est moi qui fais la cuisine, je décide d'en mettre moins parce qu'il faut bien se dire des choses. Vraiment, parfois, on exagère. Quand tu vois un bol de héros et que tu vois l'huile qui nage au-dessus, vous-même, de vous à moi, l'huile là, ça sert à quoi? Oui, c'est le ton. Oui, je veux bien, mais honnêtement, on n'est pas obligé de faire ça. Moi, je mets de l'huile de palme dans mon héros, mais je calcule la quantité. Je ne mets pas plus, je n'en mets pas moins, parce que moi aussi, j'aime quand il y a l'huile. Mais je ne vais pas non plus exagérer. Je vais mettre une quantité raisonnable. Comme ça, quand je finis de manger, de toutes les façons, il n'y a pas ce résidu d'huile de palme là qui prouve qu'on a mangé le héros. On n'en a pas besoin. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de manger comme ça, c'est aussi simple. Réduisez la quantité que vous avez l'habitude de manger. C'est-à-dire que si d'habitude vous mangez un plat de héros gros comme ça, mangez un plat de héros gros comme ça. Et puis à côté, je sais pas, mangez-vous une salade. Trouvez quelque chose de moins calorique pour ne pas dépasser votre besoin calorique à la fin de la journée. C'est aussi simple que ça. Parfois, il y a des jours où je dépasse mon besoin calorique, ça m'arrive. Aucun processus de perte de poids de façon durable du monde n'ira comme ça. Il y aura toujours des hauts et des bas. J'aime trop manger pour bannir des nourritures que j'aime sous prétexte que je dois perdre du poids.
Quand je sais que je dois perdre du poids et que je sais que je ne me donne pas 15 jours ou 1 mois ou 6 mois pour perdre un poids que j'ai pris en plusieurs années, je prends mon temps, je me crée des habitudes solides de manière à pouvoir continuer à les pérenniser sur le long terme. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Sinon, sentez-vous libre d'aller en commentaire ou alors dans mon inbox, venir me demander pour ci ou ça, si je peux vous aider. Je me ferai un plaisir de le faire. J'espère quand même avoir répondu à la plupart de vos questions. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui va porter sur les féculents et les céréales dans la nourriture africaine. À très bientôt.